Dans ce monde numérique, heureusement que l'erreur est humaine et qu'il y a encore la force du lien. Je voulais déjà remercier Nicolas Courtier, mon confrère et avocat du Sud-Est, qui est président de l'AFDIT Sud-Est, qui est un éminent professeur à l'université d'Aix-Marseille en propriété intellectuelle, technologie avancée, mais qui exerce également, comme nous, les fonctions de Data Protection Officer. Je voulais également remercier Olivier Casulot, qui est le président de Net System et de DPO System et qui est surtout administrateur du Syntec, qui va nous faire part de la position des entreprises face à la nouvelle réglementation européenne. Nicolas va nous parler de l'impact juridique sur la responsabilité des hébergeurs, des éditeurs et ce qu'il faut en penser. Et Jean-Luc Sauron, lorsqu'il pourra se connecter, nous expliquera quelle est la position de l'Europe. Quels sont véritablement les enjeux liés à cette réglementation et que faut-il attendre en termes de compétitivité des territoires de cette nouvelle tranche ou de cette nouvelle feuille législative qui est rajoutée à notre dispositif légal RGPD, Digital Service Act, Digital Market Act. Alors, un petit peu d'histoire avant de démarrer pour que vous compreniez de quoi il retourne. L'association DataRing a été fondée avec Jean-Luc Sauron il y a bientôt 4 ans. Il s'agit d'une association qui promeut la diffusion des savoirs, des cultures numériques, mais qui essaie de réfléchir aujourd'hui sur un monde qui est balayé, on va dire, par l'appétit des GAFAM, balayé par l'appétit de certains opérateurs qui essaient de capter la plus-value attachée à l'exploitation des données personnelles. Donc un monde qui évolue entre liberté, responsabilité et contrôle. Et nous sommes tous aujourd'hui en train de nous interroger sur cette captation de l'attention, de notre concentration, sur cette exploitation de nos données, sur la façon dont le droit va réguler tout ça et s'il le peut véritablement. Parce que comme le dit Jean-Luc Sauron, nous sommes sur un tapis roulant qui avance à toute vitesse et la digitalisation, elle n'est pas réservée et elle ne doit pas être uniquement réservée aux gros opérateurs. Quelle part va pouvoir avoir l'Europe? Quelle part va pouvoir avoir nos acteurs privés, nos acteurs institutionnels, nos petits opérateurs dans cette jungle numérique? Alors, en premier lieu, sur le Digital Service Act. Alors, vous avez tous vu que la Commission européenne a publié le 15 décembre dernier les projets de règlement. Il ne s'agit à l'heure actuelle que d'un projet, donc au concept peut-être un peu flou pour vous, mais aux enjeux bien réels. Digital Service Act, Digital Market Act, visant à réguler les comportements des plateformes numériques. Ces projets, pourquoi ils sont importants? Parce qu'ils montrent que l'Europe, à l'instar de ce qui s'est passé pour le RGPD, essaie d'harmoniser les politiques de protection des utilisateurs de l'Union européenne. Ils auront vocation à s'appliquer, ces DSA et ces DMA, Digital Service Act et Digital Market Act, à terme, directement dans l'ordre juridique interne des États membres. Il s'agit d'un premier projet qui va rentrer en vigueur dans quelques années. Alors aujourd'hui, derrière cette initiative, que faut-il y voir? Alors, nous allons d'abord, je vais vous mettre en partage d'écran ce que nous avons préparé pour vous. Hop, parce que c'est important. J'ai mes étudiants de TBS qui sont là et je voudrais qu'on les félicite parce que pour les étudiants en ce moment, c'est quand même un petit peu difficile. Ils se sont proposés, ils découvrent le monde de la data dans leur master sur la gouvernance de la data. Ils sont chez eux, dans leur petite chambre d'étudiants, ils essaient de trouver des stages. Donc pensez à eux également, vous qui êtes acteurs de la société civile. Nous recevons beaucoup de CV, il faut placer nos jeunes, il faut leur donner des perspectives et leur permettre d'acquérir une dignité aussi par le travail. Donc pensez à nous à l'issue de cela, parce que ces jeunes ont aussi préparé cette émission. Hop, alors je sais, on vient de me supprimer tout écran. Voilà, on a tout. Ça y est, vous avez tout. Alors aujourd'hui, voilà, je vous mets la slide sur le Digital Markets Act. Comment allons-nous affronter... Alors attendez, comment allons-nous affronter les mastodontes de la donnée dans l'écosystème numérique? Est-ce que véritablement cette réglementation européenne va nous aider à favoriser le rebond de nos entreprises ou n'est-il pas déjà trop tard? Est-ce que la souveraineté, elle ne doit être que législative ou politique? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres questions à se poser, notamment en termes d'infrastructure? Alors la première, on va dire, la première brique de cette formation sur les enjeux et sur la régulation, je vais d'abord poser une question à Marc Stulzmann qui est à mes côtés. Marc Stulzmann est docteur en droit. Marc Stulzmann est avocat. Et Marc Stulzmann a écrit une thèse
qui a eu le prix Rivero sur la biométrie, sur la reconnaissance faciale, et il s'intéresse de très près à ce millefeuille numérique que nous subissons aujourd'hui. Alors Marc, pourquoi de nouvelles règles, vous qui écrivez et qui vous régalez à faire des commentaires de la législation? Qu'est-ce que vous en pensez de ce rôle des plateformes en ligne? Pourquoi on nous en rajoute une couche? Alors, bonjour à tous, merci pour l'invitation. Le premier élément, moi ce qui m'a frappé sur ces questions-là, c'est que finalement, l'Europe est en train d'essayer d'encadrer des technologies qu'elle ne maîtrise pas. Et finalement, il n'y a peut-être rien de plus facile que prendre de la législation contre les BATX et contre les GAFAM quand aucune de ces entreprises n'est à proprement parler européenne. Et que donc, il n'y a pas d'intérêt pour les États à défendre sur ces questions-là. Et donc, finalement, peut-être que l'Europe s'est saisie de ces questions parce qu'elle voit les dangers de ces sociétés-là, elle voit les dangers en matière de protection des droits fondamentaux et qu'on n'a rien d'européen à mettre dans la balance en termes d'entreprise. D'accord. Donc, en fait, on nous explique qu'on va créer un espace numérique plus sûr, dans lequel les droits fondamentaux de tous les utilisateurs de services vont être protégés. Mais comment va s'y retrouver la PME dans tout ça? Comment rétablir des conditions de concurrence équitables pour favoriser l'innovation, la croissance et la compétitivité? Aujourd'hui, la Commission européenne a proposé 2 initiatives législatives sur ces 2 réglementations. Alors, on nous explique que beaucoup d'opérateurs ont participé véritablement à l'élaboration de cette législation. Le processus, comment il s'est passé? Il y a eu beaucoup de parties prenantes qui ont été impliquées. Il y a eu un éventail de parties prenantes dans le cadre de la préparation de ce paquet législatif. Il y a eu le secteur privé, les utilisateurs du secteur numérique, des organisations de la société civile. Mais les citoyens dans tout ça, on nous explique qu'ils ont été invités à contribuer à cette consultation. On nous explique que cela va renforcer également le droit à l'autodétermination informationnelle, qui est la colonne vertébrale du RGPD. Mais comment, en termes de transparence, ça va s'opérer? Alors, moi, ce qui me surprend, c'est qu'on a eu un communiqué de presse du gouvernement le 15 décembre 2020 de Bruno Le Maire qui nous explique finalement qu'on a immédiatement, qui salue, et il a raison, la publication par la Commission européenne des projets de règlement. Mais ces textes ambitieux, s'ils permettent la mise en œuvre d'un nouveau cadre de régulation, est-ce qu'ils vont véritablement pouvoir mettre un terme et fin à l'irresponsabilité des géants du numérique? Aujourd'hui, on nous explique que ces 2 projets ont pour objectif de doter l'Union européenne d'un nouveau cadre de responsabilité des grandes plateformes du numérique, tant dans leur dimension sociétale, parce que de quoi parle-t-on? Il s'agit de lutter contre la dissémination des contenus illicites ou préjudiciables, que dans leur dimension économique ou concurrentielle, c'est-à-dire qu'on veut garantir qu'on va garder des marchés numériques innovants et ouverts à la concurrence. Mais comment faire pour que les relations commerciales entre les grands acteurs et leurs partenaires commerciaux et les plus petits restent équilibrés et loyaux? Est-ce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'un écran de fumée, parce qu'il y a toujours l'apparence et la réalité? Donc ces initiatives, j'entends Marc, elles répondent effectivement à une attente politique forte du gouvernement français. Elles correspondent aussi à une attente, on va dire, sociétale forte pour les consommateurs, parce qu'on est un petit peu perdu. On est dans une plateformisation de l'économie. On est dans une captation de notre attention. On est dans une captation de notre concentration. On voit bien que les GAFAM capitalisent et cannibalisent le marché en pleine crise sanitaire. Quels ont été les grands gagnants de l'exploitation des données? Ça va rester les grands opérateurs, c'est-à-dire Amazon, Google, Facebook. Marc, l'Europe, si elle doit résolument promouvoir son propre modèle économique qui sont fidèles à ses valeurs, on entend. Mais on avait fait un premier colloque avec Dataring, avec Jean-Luc, qui m'entend et qui pourra intervenir, sur lequel on s'était interrogé sur le fait que la première législation sur la protection des données n'allait-elle pas ou n'avait-elle pas manqué sa cible? Parce qu'aujourd'hui, qui a les moyens de mener de la compliance dans des conditions qui soient suffisamment sécures? On va en parler avec Nicolas tout à l'heure. Les petits opérateurs ont du mal à s'y retrouver. Alors, on peut saluer la CNIL qui a mis, on va dire, gratuitement en ligne des dispositifs afin de permettre à nos petits opérateurs d'être sur la première marche, de monter sur ce tapis roulant.
On peut parler des initiatives d'opérateurs privés tels que DPO System, Net System et d'autres opérateurs, des DPO comme Nicolas et des DPO qui sont consultants RSSI. Il y a eu plus de 60 000 désignations de DPO internes qui permettent à nos opérateurs de commencer à se mettre déjà en conformité pour respecter le consommateur. Parce que, on va dire, le tsunami du numérique, oui, très très bien. L'explosion des données, la datification du monde, très bien. Le click and collect, développer le e-commerce de proximité sur nos régions en pleine crise sanitaire, fantastique. Mais si les petits opérateurs ne sont pas en capacité technique et juridique de satisfaire à la réglementation, c'est-à-dire de mettre une documentation qui soit conforme au niveau de compliance attendu, c'est-à-dire qu'il soit en capacité également juridique et technique de protéger les données des consommateurs, comment va-t-on faire ? Aujourd'hui, on a une nouvelle réglementation qui a l'air assez confuse, mais dont le vœu pieux consiste à nouveau à protéger les consommateurs, mais en réalité derrière ça, à faire circuler la data parce qu'on attend que nos territoires connectés deviennent davantage compétitifs pour essayer d'aller chercher du rebond, pour essayer d'aller chercher des leviers d'innovation et de compétitivité, parce que la data, effectivement, c'est un terreau sur lequel on va implanter des nouveaux services. Mais comment on fait lorsque vous avez des opérateurs qui aujourd'hui cannibalisent absolument tout? Alors Marc, je vais vous poser une question parce que à peine la directive est-elle annoncée que nous avons la France qui nous annonce qu'elle va anticiper. Alors je voudrais avoir votre positionnement parce qu'on nous indique, oui, à l'issue ou à l'occasion d'un autre dispositif, notamment du projet de loi dit séparatisme, on nous explique eh bien, finalement, qu'on va essayer de prétranscrire dans le projet de loi sous la forme d'un amendement les dispositions du DSA relatives aux grandes plateformes et aux grands réseaux sociaux. C'est ce que nous explique Cédric O. On nous explique également que le CSA sera chargé de veiller à l'ensemble de ses obligations. Mais il y a une chose qui m'étonne, c'est que je suis quelques tweets de Tariq Krim. Et Marc, qui a été désigné au CSA récemment? Est-ce qu'on n'a pas des lobbies un peu intéressants? Est-ce qu'il n'y a pas un affichage et la réalité derrière? Qu'est-ce que vous en pensez, Marc? Alors, moi, j'aime pas parler de lobby, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que la France est effectivement à l'avant-garde du DSA. Alors, on a plusieurs explications, on a plusieurs arguments. Le premier, c'est finalement l'argument un peu chauvin que Thierry Breton a été à la manœuvre du DSA et que donc on rend service à Thierry Breton, qui est donc la cheville ouvrière qui est, du DSA. Le deuxième élément, qui est peut-être plus embêtant pour les libertés fondamentales, c'est que le gouvernement a connu sa plus grande censure d'une loi par le Conseil constitutionnel sur une proposition de loi de la députée Laetitia Avia relative à la haine en ligne. Oui. C'est une proposition de loi qui a été littéralement balayée. C'est probablement le plus grand échec de légistique de ce quinquennat. Oui. Et donc, alors même qu'on nous avait expliqué que le gouvernement était un gouvernement pro-droits fondamentaux sur la question des données et qui était en capacité de comprendre les enjeux du numérique. Et donc, la censure de la loi Avia a fait que finalement, toutes les positions du gouvernement sur la haine en ligne, sur les choses illégales qu'on peut trouver en ligne, se sont trouvées dans les limbes. Et donc, le gouvernement cherche une porte de sortie, et la porte de sortie pour essayer d'ancrer leurs promesses électorales et leurs promesses sur ces questions, c'est peut-être le DSA. Et ça explique pourquoi ils utilisent un projet de loi donc, sur le séparatisme, quelque chose qui n'a rien à voir avec la question du digital et du numérique, pour faire rentrer par amendement, c'est-à-dire sans analyse du Conseil d'État, ces dispositions-là. Et c'était la même, je termine là-dessus, c'était la même logique sur la proposition de loi. Pourquoi ils avaient fait une proposition de loi et pas un projet de loi? Parce qu'ils ne voulaient surtout pas que le Conseil d'État fasse d'études d'impact de ces mesures-là en matière de protection des droits fondamentaux. Et donc, dans les deux cas, on se retrouve dans une situation où on va structurellement modifier nos droits, on va structurellement modifier l'appréhension qu'on va avoir du numérique sans que le Conseil d'État n'ait pu réaliser d'études d'impact. D'accord. Donc finalement, ça correspondait à ce que, on va dire, ce que la cohorte de députés avait essayé d'introduire, c'est-à-dire le fameux permis Internet pour les élèves du primaire et du collège.
dont on nous expliquait qu'ils avaient bénéficié d'une sensibilisation au bon usage des outils numériques, et c'est très bien, parce qu'on est tous des écoliers du web et qu'il faut qu'on apprenne, il faut qu'on s'éduque, et c'est aussi le rôle de notre association. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des dérives et des risques liés au contenu haineux et illicite, qu'on a des jeunes qui n'ont pas forcément l'éducation ni la maturité de comprendre qu'il peut y avoir des fake news, des deep fake news, que l'idée avait déjà été soutenue en commission et qu'aujourd'hui, on a des amendements. Aujourd'hui, on a des amendements qui nous permettent finalement de réfléchir sur ce... Moi, je trouve que c'était intéressant d'avoir aussi cette notion de permis Internet. Ce n'est pas complètement inutile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est peut-être sur une horizontalisation, c'est-à-dire qu'on renvoie, et c'est peut-être le sens de la responsabilisation, on a sur le DSA et le DMA, il y a deux prismes, il y a deux enjeux. Il y a d'abord un enjeu de responsabilité, de répartition de la responsabilité, ou d'essayer de retrouver une nouvelle responsabilité entre les hébergeurs et les éditeurs, et Nicolas Courtier va nous expliquer tout à l'heure. Mais il y a aussi cet impératif de transparence, d'éducation, de curiosité, et c'est ça qui est intéressant, et de nous rendre tous responsables également de l'utilisation que nous allons avoir sur les réseaux sociaux, de la façon dont on va lire, d'apprendre à être curieux, de ne pas tout recevoir tel que. Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça d'autres questions, puisque c'est quand même la première fois, où on va essayer également de renvoyer la responsabilité aux plateformes en leur demandant une nouvelle forme d'autocensure? Marc, pas ça qui arrive aussi un petit peu? Alors, je ne pense pas qu'on puisse parler d'autocensure. Par contre, en fait, il y a deux objectifs qui sont poursuivis et ces deux objectifs, ils sont antinomiques. Lorsque l'Europe s'intéresse, par le biais du DSA, à la question de l'actualisation de la précédente directive, elle le fait parce que concrètement, on a perdu une bataille. C'est la bataille des grandes, enfin des GAFAM ou des BATX, peu importe lesquels, mais on a un nombre famélique de licornes, on a un nombre famélique d'entreprises qui sont capables de faire de l'IA à partir de grands panels de données, et on est en décrochage sur ces questions-là. Et quand on fait le Digital Service Act, c'est aussi une façon de dire attention, on va pas... L'Union européenne, les données des citoyens européens ne vont pas uniquement servir à enrichir les GAFAM. Et ça, c'est la logique finalement de quelqu'un qui a une perspective économique comme Thierry Breton. Et je ne pense pas que la logique que vous décrivez fort bien, sur finalement la souveraineté de l'individu sur ses données, la question de la protection des droits fondamentaux, soit soluble dans la protection du consommateur européen, entre guillemets, face aux GAFAM. Je pense que dans un cas, le DSA s'intéresse aux consommateurs européens et à la protection du consommateur européen, et ce que vous visez, finalement, c'est la protection du citoyen européen. Dominique Cardon écrit très bien là-dessus. Qu'est-ce qu'il explique? Il explique qu'on est dans un mouvement où le droit va remettre de la symétrie dans les usages, que ce soit par le RGPD via la accountability, c'est-à-dire la responsabilisation de tous les acteurs, et la nécessité pour les opérateurs de se mettre en conformité, d'amorcer cette mise en conformité, de faire ce qu'ils peuvent à l'aune de leurs moyens, mais effectivement d'être respectueux des droits de leurs usagers, salariés, clients, partenaires, parce qu'ils n'ont pas le choix s'ils veulent exploiter de la donnée de qualité fiable, parce qu'on en a besoin pour des intelligences artificielles compétitives. On le voit aujourd'hui au niveau du retard pris par l'Europe sur la vaccination. Il y a quand même aussi d'autres questions qui sont à se poser quand on parle de souveraineté, quand on parle de cette stratégie du millefeuille, moi, qui m'effraie un petit peu, parce que j'ai l'impression que c'est fait un petit peu pour rassurer le bon peuple, où on nous explique, et c'est bien, c'est intéressant intellectuellement. Tout le monde veut de la transparence, tout le monde rêve de comportements loyaux, écologiques, durables, sûrs, dans un environnement qui nous échappe avec l'imprévisibilité qui s'y attache à l'heure actuelle en période de Covid. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de basculer dans une société dite de vigilance avec un panoptique horizontal où chacun regarde l'autre, chacun dénonce l'autre, et finalement il y a une espèce de dilution de la responsabilité et on arrive dans un régime un petit peu mou? Alors, vous avez tout à fait raison sur Cardon, mais récemment, je crois il y a quelques mois, a été traduit en français l'ouvrage de Shoshana Zuboff qui s'intitule « L'ère du capitalisme de surveillance », qui finalement, entre guillemets, détruit ce qu'on avait espéré
sur cette horizontalité, ce panoptique vertical qui aurait remis de la symétrie et de la transparence. Parce que Zuboff nous dit quoi? Zuboff nous dit, grosso modo, il y a deux entreprises, Facebook et Google, qui ne vendent rien, mais qui récupèrent énormément de métadonnées. Et en fait, ce qu'elles vont vendre aux annonceurs, ce sont les métadonnées. Et cette vente de métadonnées, elle se fait dans le dos des usagers qui très souvent n'ont même pas conscience qu'ils génèrent des métadonnées. Et donc, la question de la transparence, elle se pose même plus, puisqu'il n'y a même plus de conscience que quand vous faites une recherche Google, on est en train de créer des données qui valorisent la valorisation marchande de Google, que quand vous scrollez sur Facebook, eh ben, en fonction du temps que vous allez mettre à scroller, l'algorithme va calculer quelle sera la prochaine vidéo qu'il va vous proposer pour vous maintenir sur l'application. Et vous n'en avez même pas conscience. La transparence ou l'égalité, ça suppose qu'on ait une conscience de la donnée. Or, aujourd'hui, le nouveau modèle de capitalisme, bon, c'est Zuboff, hein, c'est pas, j'ai rien inventé. Le nouveau modèle de capitalisme, c'est on a réussi à vendre des choses dont les gens ignorent l'existence. Donc la problématique, c'est une problématique de consentement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on reçoit des injonctions à consentir sur des politiques de confidentialité auxquelles on ne comprend pas grand-chose, qui sont, et c'est important, dont on exige qu'elles soient le plus claires possible. C'est le sens aussi de ces FALC faciles à lire et à comprendre, et sur lesquels nous travaillons, nous, au quotidien, en tant que DPO. Et aujourd'hui, on est confronté finalement à une espèce de servilité, peut-être un petit peu volontaire. On bascule dans une économie où l'attention et la concentration est tellement captée qu'on ne prend même plus le temps de lire. Mais est-ce qu'on l'a véritablement? Je crois qu'il y avait une étude qui montrait qu'il fallait 76 jours en moyenne pour lire les conditions générales ou les politiques de confidentialité des outils que nous utilisions. Est-ce qu'il n'y a pas une réflexion aussi là-dessus? Parce que moi, je ne suis pas défaitiste. Non, je me dis que ça doit servir à quelque chose, cette réglementation. Ça doit nous réveiller les esprits. Dans le sens de la modestie, oui, on doit apprendre à évoluer avec cette nouvelle économie. Oui, on doit apprendre à évoluer avec ces nouveaux opérateurs. Pour autant, doit-on les opposer aux plus petits? Moi, j'aimerais avoir la position de Nicolas Sculen, qui est sollicitor, parce qu'on a vu la réaction de Google. Google a essayé et essaye de faire un lobby assez fort pour lutter contre le DSA. Pourquoi? France, je crois qu'il y a Jean-Luc qui veut intervenir. Ah oui, alors Jean-Luc va intervenir. Jean-Luc, vas-y, interviens. Oui, bonsoir à tout le monde, à tous. Euh, je, je- à la différence de France, je ne connais pas par cœur le DSA, DMA et le DGA. Et donc, je vais attendre un tout petit peu d'abord de commencer à les mâchonner et puis ensuite de voir ce qui se passe. Je voudrais quand même rappeler, parce que là, on a l'impression qu'on est à la veille de la chute de Rome, que le RGPD, c'est 2016, sa mise en œuvre, c'est 2018 et qu'on est au début 2021. Je suis d'accord avec ce qu'a dit tout à l'heure sur le fait que nous avons un handicap technologique. Mais notre soft power normatif, il est ni banal, ni marginal. C'est-à-dire que j'aime à rappeler qu'aujourd'hui, il y a plus de lobbyistes à Bruxelles qu'à Washington. Et que dans le domaine de la protection des données, c'est la première fois que le sens des influences va d'Europe vers les États-Unis, non pas comme d'habitude des États-Unis vers l'Europe. Donc c'est quelque chose qui n'est pas, là aussi, qui est quand même extrêmement nouveau. Je crois que en réalité, c'est pas tant, je dirais, l'Union européenne, mais c'est toujours ce déficit de participation au processus décisionnel de l'Union européenne par les Européens. Mm. Et ça, c'est pas le moment de faire un cours, mais il y a des tas de choses. Et dans la masse des intervenants et des influenceurs étatiques, la France est très loin d'être la plus performante. Ce qui m'inquiète davantage, et c'est une des raisons pour laquelle je ne me suis pas jeté immédiatement dans le grand bain d'EMA, DSA, DGA, et puis n'oublions pas la e-privacy, espèce de shadow texte qui arrive on ne sait pas quand.
espérons sous présidence portugaise. N'oublions pas que, rappelez-vous que Google a un plan en 60 points pour exploser tout ça, qu'il y a vraiment une mobilisation. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les GAFAM, alors excusez-moi de dire ça, mais je parle en tant qu'interlocuteur sérieux, quoi, les GAFAM. Les BATX, oui, je dois dire que peut-être qu'il y a des critiques à donner aux GAFAM, mais alors les donner à Alibaba, par exemple, c'est encore un choix qui me paraît pas forcément le dessus du panier. Et je pense vraiment que il serait intéressant de monter des groupes collectifs, d'Atarim, d'autres, autour de ces textes. Parce qu'il va y avoir, ne nous inquiétons pas, un déferlement de textes, de prises de position, de tribunes, un peu partout, comme ils ont essayé de le faire sur e-privacy, pour essayer un tout petit peu, ou sur la directive copyright, pour essayer de déstabiliser l'ensemble des participants étatiques au Parlement européen, au Conseil ou Commission. Donc, je crois qu'on n'est pas dans le RGPD. C'est-à-dire que là, on est dans le post-RGPD qui a quand même eu, sans moyen technique, une influence considérable dans le monde entier. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais son influence est réelle. Et je pense vraiment qu'il y a quelque chose le RGPD, il faut faire très attention à ce que ça ne devienne pas une nouvelle ligne Maginot. C'est-à-dire que ce soit une fausse protection. Je rappelle que mi-décembre, il y a eu un sondage au Doxa et 71% des Français estiment que leurs données ne sont pas protégées par le RGPD. Donc vraiment, on est à un moment clé, majeur, et donc je remercie France d'avoir fait cette première tribune, parce que tout ça va continuer. On va réfléchir là-dessus. De toute façon, on est tous des praticiens, on est tous là pour réfléchir aux enjeux et aux défis qui nous sont posés par ces réglementations qui s'accumulent. Mais j'ai envie de poser aussi, et je te remercie Jean-Luc de ton intervention. Et je vais juste... Deux petites choses après, je me t'ai promis. Ok, mais ne t'inquiète pas, je te redonne la parole. Moi, j'ai été extrêmement surpris de l'absence de réaction des menaces de Facebook à l'automne dernier, disant à l'autorité de contrôle irlandaise, si vous appliquez Schrems 2, je ferme les comptes Facebook et Twitter. Alors, là, c'est la question de la responsabilité des réseaux sociaux, notamment également des questions qu'on doit... Non, mais attends, les questions qu'on doit également se poser... Je m'assois sur la Cour de justice. Oui, mais au-delà de la Cour de justice, sur les questions qu'on doit se poser avec Trump. Alors, simplement, moi, j'aimerais avoir, parce qu'on là, on est sur le DSA et non pas sur le RGPD, j'aimerais avoir la position de Nicolas Sculen, qui est solliciteur, qui est au cabinet, qui est DPO avec nous, notamment de certains groupes qui ont leur siège social en Angleterre et qui essaient de travailler avec la France. Comment ils vivent là, cette nouvelle avalanche de textes législatifs ? Merci France, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, au Royaume-Uni et aussi aux États-Unis, on constate la même volonté de réguler les acteurs du numérique qu'on a en Europe, mais potentiellement sur différents terrains que sur la donnée, donc notamment en matière fiscale et en droit de la concurrence. Donc antitrust, c'est très important. Alors au Royaume-Uni, on a vu en 2020 ce qu'on appelle la Digital Services Tax. C'est un impôt de 2% sur les revenus des moteurs de recherche, des réseaux sociaux, les web marchands, sur leurs activités au Royaume-Uni. Donc on est sur un terrain qui est autre que le RGPD et la Digital Services Act, mais quand même il y a une volonté de tacler un peu les GAFAM. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'au sein de l'accord sur le Brexit, donc l'accord de commerce, il y a un titre spécifique sur le commerce numérique entre les deux blocs, donc au Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc ce titre couvre un grand nombre de sujets et notamment, donc je cite, que chaque partie adopte ou maintient pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, des mesures
qui consiste entre autres à exiger que les fournisseurs de biens et services agissent de bonne foi et s'adonnent à des pratiques commerciales loyales. Donc, qu'est-ce que ça suggère ? Je pense qu'il y a vraiment une volonté partagée de mettre fin à l'impunité des plateformes, et à l'anglosphère comme en France. Aux États-Unis, on a tendance, je crois, à voir ces questions sous l'angle de l'antitrust. Donc, chez les démocrates notamment, on parle du démantèlement carrément des GAFAM. C'était par ailleurs la promesse de campagne d'Elisabeth Warren. Donc on est sur des questions politiques, mais aujourd'hui on constate que les gros du numérique sont peut-être trop gros. Finalement, il y a aussi un débat autour de la possible abrogation aux États-Unis de l'article 230 du Communications Decency Act. Donc c'est l'article qui limite la responsabilité des intermédiaires, tels que les plateformes, par rapport au contenu saisi par leurs utilisateurs. Donc, c'est-à-dire, si moi je saisis du contenu haineux sur Twitter, par exemple, ce n'est pas la responsabilité de Twitter, c'est moi en tant qu'individu. Et voilà, donc sur ce point, ce n'est pas seulement les GAFAM qui souhaitent préserver ce fameux article 230, mais aussi les associations militantes de la liberté de l'expression aux États-Unis, parce que pour eux, c'est un droit fondamental qui vient du First Amendment, qui protège la liberté de l'expression aux États-Unis. Donc il y a un vrai débat autour de ces sujets aux États-Unis comme en Europe, mais on n'a peut-être pas la même approche qu'ici. Mais Nicolas, ça ne vous interpelle pas, là, au-delà de cette réglementation, qu'un réseau social comme Twitter ait pu couper toute communication d'un président américain, lui couper au passage ses sources de financement, quand on sait que Trump a peut-être sauvé du naufrage Twitter. Au-delà de cela, ça ne vous choque pas qu'un réseau social puisse porter atteinte à la liberté d'expression d'un des plus hauts représentants de l'État américain, en la personne de son président, en estimant, en se faisant le censeur de contenu illicite? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cela ? La question qui se pose, en fait, c'est l'envergure de ces plateformes. Donc, c'est-à-dire, aujourd'hui, Google est la seule plateforme qui donne une visibilité et qui a, par ailleurs, permis à Donald Trump de bâtir sa campagne en 2016. C'était par le biais de Twitter. Oui, mais là, on a un opérateur privé qui s'interpose et qui porte atteinte à la liberté d'expression d'un représentant de l'État. D'où le questionnement, notamment du démantèlement possible de ces plateformes. Donc, est-ce que, justement, Google, on parle de Twitter, mais Google capte aujourd'hui 90% du marché du moteur de recherche en Europe. Donc, on est sur des monopolies, des monopoles. Pardon. Et Marc, par rapport à ce qui se passe en Australie, là, Google, c'est intéressant aussi sur le bras de fer auquel semble se livrer l'Australie avec Google. Qu'est-ce qui se passe ? L'e-privacy n'est toujours pas adoptée. J'aimerais juste revenir très brièvement sur les États-Unis. Oui. Sauf erreur de ma part, la question de la protection des droits fondamentaux, c'est une compétence des États fédérés et pas de l'État fédéral. C'est pour ça que la Californie a pu prendre son propre RGPD. Et donc ça explique pourquoi il y a peut-être plus de lobbyistes à Bruxelles qu'à Washington, tout simplement parce que Washington n'est pas forcément compétente en la matière. Et ça amène à un deuxième point, c'est que ça explique aussi pourquoi les États-Unis s'intéressent aux GAFAM dans une logique antitrust, parce qu'à ce moment-là, c'est une logique de l'État fédéral, c'est une compétence de l'État fédéral et pas des États fédérés. Et donc finalement, c'est la structure constitutionnelle qui détermine l'intérêt sur ces questions. Voilà, c'était juste une toute petite précision qui pouvait permettre peut-être d'éclairer nos auditeurs sur ce qui se passe aux États-Unis. Pour les auditeurs, pour que vous compreniez la volonté du DSA d'apporter un changement pour les utilisateurs en termes de transparence et de responsabilité, il y aura des moyens simples et clairs de signaler les contenus, on sera informé de la suppression des contenus, on a des mécanismes de règlement des litiges, rien de très nouveau, des informations utiles, semble-t-il, sur la publicité et les publicités ciblées. On va avoir le droit des utilisateurs de refuser les recommandations de contenu, etc., etc. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, et on l'a compris, c'est qu'est-ce qui va changer
pour les entreprises. Et on a Olivier Casulot qui est avec nous. Et je pense que pour les entreprises, et c'est normal qu'ils s'en inquiètent, on a énormément d'opérateurs, on va dire, qui sont, je crois, plus de 10 000 PME qui sont des plateformes en ligne par rapport aux appétits des GAFAM et pas que les GAFAM et les BAIXU. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier, là? Qu'est-ce qui va changer pour nous? Allô, allô, Alors, Olivier? Julie Le Sommet, déjà, je te remercie. Moi, France, je te vous vois pas, je te tutoie, ne m'en veux pas. Alors, On a des secrets, Olivier, on a des secrets. Je ne sais pas si je peux effectivement prendre la parole au nom des PME et de leurs attentes. Ce que je peux faire, par contre, c'est donner la position de Syntec Numérique ce soir en ma fonction d'administrateur, qui est relativement claire et très impliqué sur ces sujets. D'abord, en rappelant ce qu'est Syntec Numérique, hein, c'est le syndicat, alors je précise bien Syntec Numérique, parce que dans l'organisation paritaire française, Syntec Numérique dépend de la fédération Syntec, mais qui ne s'inquiète absolument pas de ces sujets-là. Donc Syntec Numérique, aujourd'hui, c'est à peu près 2300 adhérents qui représentent 80% du chiffre d'affaires sur le marché intérieur des sociétés du numérique. Voilà, donc entre les ESN, hein, traditionnellement connus sous le nom des SS2I, les éditeurs de logiciels. D'ailleurs, un rapprochement avec France IT a été annoncé et va s'opérer cette année, hein, pour renforcer encore la position. Et le collège des sociétés de conseil en technologie. On connaît plus sur les sociétés qui sont proches du hardware et qui font de la R&D externalisée. Donc, c'est un syndicat fort, puissant, qui représente largement la profession et qui, pour le coup, se félicite de cette démarche de l'Union européenne, hein, qui est plutôt favorable. Alors, nous, on rappelle la compréhension qu'on en a et ensuite, je répondrai rapidement à votre question, France. La lecture que l'on a de ces démarches, c'est d'abord d'encourager l'ouverture, le partage et la réutilisation des données sensibles du secteur public. On en a très peu parlé jusqu'à présent, puisqu'on est plutôt centré sur la donnée personnelle, mais il y a une avancée intéressante, hein. Vous savez que les villes de plus de 3500 habitants sont incitées simplement de par un texte à publier leurs données au travers de portails de données donc anonymisées et de données publiques, et que la dynamique n'a pas réellement pris, hein, ces dernières années, puisque ce n'est qu'une mesure incitative. Et donc tous ces portails open data sont aussi des moyens pour les PME, justement, de bénéficier de tous ces jeux de données et d'offrir des services qu'on peut imaginer auprès de citoyens pour faciliter l'usage de la collectivité, tant du point de vue de la mobilité ou autre. Donc, cette démarche qui vise à partager ces données de manière massive, ces données sur le plan européen, données publiques, s'entend, c'est quelque chose qui, pour nous, est une avancée. On parle ensuite de développer l'altruisme des données, c'est-à-dire la collecte des données à des fins de bien public. C'est aussi une notion très intéressante qui enjoint j'allais dire, les valeurs même françaises et de l'Union européenne. Et puis, c'est aussi permettre la réutilisation des données personnelles en aidant toujours, nonobstant ce qui a été dit, les individus à exercer leurs droits en vertu du RGPD. Hein. Donc, c'est quand même quelque chose qui reste fort dans cette démarche. Et puis, c'est aussi l'occasion de mettre en place les conditions du transfert des données vers les pays hors Union européenne. Donc, le Syntec Numérique là-dessus est très favorable à l'ensemble de ces démarches. C'est pour nous l'opportunité de lancer des espaces de données européens et de stimuler le partage des données, puisque on le voit très bien de par le retard qu'on a accumulé, c'est pas dans l'ADN de nos entreprises. Et c'est aussi le moyen de présenter un potentiel fort au niveau commercial pour accélérer l'émergence d'une grande variété de produits et de services d'information à valeur ajoutée. Donc là, du point de vue des sociétés adhérentes, c'est une vraie opportunité de développer des services. Bien sûr, de là, ça va générer l'émergence d'une licorne, c'est plus compliqué.
Non, mais on va tenter d'avoir un avenir européen. C'est la volonté du DSA et de tout le paquet législatif qui arrive. Dans ce qui change pour les entreprises, et je te rejoins, Olivier, je te retutoie, c'est la volonté d'avoir un marché intérieur juste et équilibré. Mais après, il y a un constat. On a quand même 88% des entreprises et des utilisateurs commerciaux qui ont été confrontés à des conditions commerciales déloyales sur des plateformes de grande taille. Il y a eu des consultations publiques là-dessus. On sait que pour les petits acteurs, c'est plus compliqué d'avoir une sécurité juridique. Alors, on travaille tous ensemble pour leur permettre d'obtenir cette sécurité juridique. C'est aussi le rôle de DataRing, c'est-à-dire de mettre à disposition, via des référentiels, via des livres gratuits en ligne, on va dire, des clés de fonctionnement, à l'instar de ce que peut proposer la CNIL. Et ce qui est intéressant dans le DSA, et là je te rejoins, c'est qu'on va considérer, au-delà de tout le dispositif RGPD que l'on connaît, c'est que pour les petites et les micro-entreprises, elles vont être exemptées des obligations les plus coûteuses. Et ça, c'est important. Moi, je militais à titre personnel pour le RGPD parce qu'on avait un constat d'une inégalité criante de possibilités pour les petites entreprises ou les PME d'accéder à des standards de conformité satisfaisants du fait du coût de la mise en conformité. Et qu'il n'y avait peut-être la place pour une vraie réflexion sur un pass data à l'instar de ce qui se passe en matière de propriété intellectuelle. Aujourd'hui, il y a énormément de dispositifs pour aider les entreprises dans la transition numérique, mais il faudrait qu'on aide les entreprises dans leur process de mise en conformité, qu'elles bénéficient de dispositifs. C'est peut-être aussi ça, Olivier, le rôle de syndicats comme le Syntec ou comme d'autres, d'expliquer à nos dirigeants qu'au-delà de la transition, on va dire, numérique, des infrastructures, etc., si on veut façonner un avenir numérique européen, il faut donner à nos entreprises les moyens d'implémenter les nouvelles réglementations qui leur sont proposées. Moi, je veux bien, il faut qu'on puisse utiliser des nouveaux mécanismes qui soient simples, qui soient efficaces, qui soient accessibles, pas simplement pour signaler des contenus et des produits illicites, mais pour faire du business également avec des consommateurs qui ne demandent que ça. C'est-à-dire développer de l'e-commerce de proximité, avoir une alternative, on va dire, de qualité aux GAFAM. Ça passe aussi pour les petits opérateurs locaux, au-delà du click and collect, etc., de pouvoir mettre en place de l'e-commerce fiable et sûr. Et ça, ils ont besoin de moyens. Ils ont besoin de moyens, mais malheureusement, je ne peux pas me positionner ni répondre à cette remarque, fût-elle pertinente, puisque je ne parle qu'au nom des sociétés du numérique et pas des sociétés au sens large. Donc, j'entends que la mise en œuvre de ces réglementations est une difficulté supplémentaire pour elles, une complexité supplémentaire pour elles. Néanmoins, vu des opérateurs du numérique, c'est une opportunité de développer leurs affaires. Donc, je vais avoir du mal à répondre à ta question. En tout cas, du point de vue des entreprises du numérique, ce sont des initiatives qui sont vecteurs de développement commercial pour elles, quoi qu'il en coûte. Non, mais c'est intéressant. Mais après, tu peux comprendre que les petits opérateurs aient besoin également de monter dans le train de la data. Hein, parce que la sécurité juridique, c'est bien, mais il ne faut pas que ce soit uniquement pour les autres. Et c'est important, justement, ta qualité de dirigeant, justement parce que tu es dans le numérique et que toi, tu as l'habitude des mises en conformité des groupes de toute taille et surtout également des collectivités, comme tu l'as expliqué. Les collectivités aussi, on a une difficulté pour elles pour appréhender cette transition numérique. Et on a une problématique de moyens, tu le sais. Là, je ne parle pas aux représentants du Syntec, je parle à l'homme et aux dirigeants. Tu as quand même envie qu'on façonne un avenir numérique européen qui soit conforme à nos valeurs. On dit partout, oui, il faut favoriser. On a le rapport Botorel qui, depuis le 10 décembre, il est sur le bureau du Premier ministre, mais on va parler des mots qui fâchent. Il faut donner les moyens également aux collectivités de leur conformité, d'implémenter toutes ces réglementations qui arrivent. Et on est face à un manque criant de moyens. De ce point de vue-là, on est tout à fait d'accord. Et là, on travaille sur d'autres aspects qui s'éloignent de notre sujet, mais qui enjoignent les problèmes qu'on rencontre les acteurs économiques depuis cette crise Covid, mais qui étaient déjà là auparavant. C'est effectivement, au-delà des données, de leurs usages et de ce qu'on peut en faire, c'est déjà accéder
au numérique, sortir des zones grises en France où il y a des bassins d'emploi complets qui n'ont pas accès à des moyens, à des prix normaux, marché compétitif, à accéder au débit, etc., etc. Mise en place de chèques services ou crédits d'impôt numérique pour favoriser la digitalisation des processus, la digitalisation des entreprises, tant du point de vue de l'organisation, du télétravail que de la possibilité d'ouvrir leurs services en ligne. Ça, ce sont effectivement des sujets sur lesquels Syntec Numérique travaille aussi auprès des institutions, mais le retard est tel, malheureusement, c'est un constat, j'en suis désolé, mais c'est une réalité qui s'impose à nous, que je crains qu'effectivement les solutions, il soit trop tard pour les envisager et que seules, comme souvent les entreprises ne doivent prendre leur avenir en main pour pouvoir évoluer vers ces nouvelles possibilités qui s'offrent à elles. Et ça, c'est quelque chose, j'allais dire, qui sort largement du cadre, je pense, de nos échanges. Mais on aura d'autres occasions. Et moi, j'aimerais qu'on donne la parole à Nicolas Courtier, qui est DPO comme nous, qui enseigne et qui a l'habitude de ces sujets. Parce que sur le DSA, on est sur ces questions de responsabilité des hébergeurs et des éditeurs. Qu'est-ce que ça change en termes de responsabilité? Parce que j'ai vu là que nous avions un confrère qui avait lancé une action contre, je ne sais plus quel réseau social, je crois contre Twitter. Je ne sais pas si tu l'as vu, Nicolas, cette action pour reprocher en fait à Twitter de ne pas avoir fait ce qu'il fallait. Est-ce qu'on n'est pas toujours en train de se poser les mêmes questions sur la ligne Maginot entre hébergeurs, éditeurs? Qu'est-ce que tu en penses? Merci, France. Bon, d'abord, je répare une petite chose, je ne voudrais pas usurper un grade universitaire. Je ne suis pas professeur, hein, je suis chargé d'enseignement, comme beaucoup d'avocats, et rien de plus, comme énormément d'avocats. Moi, juste pour apporter la contradiction, by design, j'apporterai toujours la contradiction à ce que j'entends. Tout ce que j'entends, c'est vu d'un point de vue européen, voire français, voire de l'individu. Parce que ce qui a été dit au début, on parlait des libertés individuelles, et c'est fondamental, hein, rien à dire là-dessus. Après, on se voit toujours comme une forteresse assiégée en Europe, enfin plutôt en France, et on croit que l'Europe se voit comme ça, ce qui est probablement faux. Et puis, on se voit dans une position strictement défensive. Juste deux remarques, parce que je ne vais pas répondre à tout ce qui a été dit, mais deux remarques sur des choses prises au hasard. Qu'est-ce que c'est l'Europe pour les GAFA? Le plus grand marché du monde. Prenons conscience qu'on est le plus grand marché économique du monde et on met les GAFA à genoux en 3 jours. Nos amis indiens, quand les GAFA ont fait des choses qui leur déplaisaient, ils ont dit, voilà, vous changez ou on coupe. Et les GAFA et puis on sait bien que les GAFA, la plupart du temps, s'alignent sur les positions chinoises, et c'est uniquement grâce au lobbying de l'Association de défense des libertés, voire de leurs employés en interne, que les GAFA n'appliquent pas simplement les positions des États qui ne partagent pas une grande partie de nos valeurs. Une remarque. Deuxième remarque, est-ce que c'est choquant que Twitter ait coupé le compte de Trump? Moi, je trouve ça extraordinaire qu'une société privée ait assez de liberté dans un pays pour pouvoir appliquer ses conditions générales d'utilisation sans se faire taper sur les doigts par l'État. Et de la même manière que personne n'aurait jamais pu imaginer un candidat à la République puisse se faire mettre en détention pour une histoire de mœurs dans notre pays, ça lui est arrivé dans un autre pays. Donc, je crois qu'il faut relativiser un petit peu et pas toujours voir les choses avec un francocentrisme et voire un européocentrisme. C'est justement quelque chose de mondialisé. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit au début. Le DSA n'est pas là pour répondre à des problématiques de liberté publique. Dieu merci, on a beaucoup d'autres textes et surtout on a un texte fondamental, on a la Charte des droits fondamentaux qui est extrêmement bien défendue par la Cour européenne des droits de l'homme et dans une moindre mesure par la Cour de justice, y compris contre les tentatives de réduction des libertés
qu'on subit assez massivement en France aujourd'hui par réaction à bien d'autres choses. Je pense qu'il faut plus aller chercher ça dans les crises de gilets jaunes que dans la problématique des GAFA. Donc, on a un texte qui est un texte dans la même logique que le RGPD, qui pour l'instant fonctionne. Ça pourrait être mieux, ça pourrait être moins bien. Comme l'a dit Jean-Luc tout à l'heure, c'est récent, ça fonctionne, ça irradie dans le monde entier. Et je ne sais pas vous, mes chers confrères, pour ceux qui sont avocats, mais moi je le vis au quotidien. J'ai écrit dimanche soir à un hébergeur américain en lui disant qu'il hébergeait un site qui n'affichait aucune mention RGPD. J'ai eu une réponse en 24 heures de cet hébergeur américain qui va dire, qui va donner suite à ma demande. Alors après, on verra ce qui va en être, mais j'ai invoqué un certain nombre de choses dans la mise en demeure que je lui ai envoyée sur simplement sur son adresse email destinée aux abus, puisque c'était un message qui était à la fois insultant, diffamant et qui contenait des données personnelles puisqu'il désignait quelqu'un. Et ce qui a fait que j'ai obtenu une réponse en me répondant que pour le reste, il me rappelait gentiment que chez eux, c'était le free speech, mais que par contre, le RGPD, oui, ça, effectivement, il donnait 4 jours, donc là, il en reste 2 à cet hébergeur pour apporter une réponse et que sinon, ils prendraient des mesures eux-mêmes. Donc, le RGPD, ça fonctionne. Il faut juste se garder d'une application locale, et surtout en France, qui soit faible avec les forts et forte avec les faibles. Et ça, on l'a un peu trop vu au début, y compris de la part de l'autorité compétente, parce qu'il y a un certain nombre de choses qui devraient être totalement en dessous des radars du RGPD et qui ne le sont pas. Et comme France l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas le sujet. Donc le sujet, c'est le DSA, Digital Service Act. C'est un texte technique, c'est un texte extrêmement technique, pas au sens négatif du terme, c'est-à-dire qu'il prend en compte une dimension qui n'est pas du tout celle dont on a discuté depuis le début, qui est plutôt sous un angle de ressenti, qui est une dimension objective d'une évolution, qui est la numérisation à travers l'explosion du volume des contenus. Et à partir du moment où on a, comme on le vit actuellement depuis le milieu des années 2000 à peu près, une explosion phénoménale du volume des contenus, de la même manière que les principes qui étaient dans la loi de 78 ne fonctionnaient plus pour réguler, pour faire appliquer, les mécanismes qui étaient dans la loi de 78 ne fonctionnaient plus pour faire appliquer les principes de cette loi qui n'étaient absolument pas remis en question. On a créé une énorme boîte à outils qui est le RGPD pour que de nouveau ces principes s'appliquent avec des outils qui sont adaptés aux technologies. Et donc là, on a une proposition par l'Europe et par un commissaire européen qui par ailleurs est français, mais ça c'est un hasard. Et il n'est pas le seul, d'ailleurs on met M. Breton en France beaucoup en avant, mais il y a d'autres commissaires européens qui sont embarqués dans ces travaux. On réaffirme d'abord dans ce texte, et ça il ne faut pas l'oublier, c'est fondamental, le rôle, l'irresponsabilité de l'hébergeur. Ça reste le principe de base, celui qui a été édicté pour faire face à la première vague technologique qui était l'apparition de l'hébergement en ligne. Depuis, il y a eu l'explosion des volumes, des contenus et des usages, mais le Digital Millennium Act, la loi sur la confiance dans l'économie numérique en France, a posé ce principe que cette économie ne peut pas se construire si on met une responsabilité pour les hébergeurs de contrôler ce qu'il y a dans leur contenu. Ça va un cran plus loin encore, c'est-à-dire qu'on va leur donner la possibilité, avec ce texte, d'opérer des contrôles par eux-mêmes sans qu'on leur dise « mais alors du coup, si vous opérez des contrôles, vous devenez éditeur », et ce qui avait été un effet pervers très très grave de la loi sur la confiance dans l'économie numérique, c'est-à-dire qu'on était obligé de conseiller à nos clients de plutôt ne rien contrôler et attendre les dénonciations plutôt que d'effectuer un contrôle a priori qui risquait de se retourner contre eux en aboutissant à une requalification de leur rôle. Et derrière, pour tenir compte de la réalité de ces choses, on va avoir des obligations applicables à tous les hébergeurs, des obligations applicables uniquement aux plateformes et des obligations applicables aux
plateformes de très grande taille qui vont être différenciées pour que le marché puisse à la fois continuer à évoluer avec cette distorsion. Donc effectivement, des GAFA, ils sont tous américains, mais ce n'est pas le sujet là, c'est un sujet très grave. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. On est le plus gros marché du monde. Si on se met face à eux en tant que tel, la discussion est terminée avant d'avoir commencé, mais ça, pour l'instant, on n'est pas capable de le faire. Et en plus, on manque d'arguments vis-à-vis des Américains pour des choses. Je vais donner un exemple qui n'ont strictement rien à voir. Tant qu'on n'aura pas des budgets d'armement suffisants pour pouvoir faire face et se priver du parapluie américain, les Américains ont un argument qu'ils vont utiliser parce qu'ils vont faire feu de tout bois. Donc, une autonomie stratégique de l'Europe, et c'est aussi la protection de son marché. Et il est probable que ça n'arrive jamais. Donc, la question, Nicolas, la question, c'est comment se fait-il que des acteurs américains soient autorisés aussi à participer au projet de cloud européen? Parce que, pour une raison, ça fait partie des problèmes en termes de souveraineté. France, tu la connais la réponse pour une raison très très simple. Parce qu'aujourd'hui, le problème n'est plus le cloud, le problème est les services qui sont greffés sur le cloud. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a des capacités d'hébergement en Europe, mais on ne développe pas assez vite tous les services. Donc, on est en phase. Il faut qu'on développe des infrastructures parce que de nombreux acteurs se disent que c'est peut-être mieux, par exemple, si Palantir ou Microsoft. Moi, ce dont tu m'as demandé de parler, c'est du contenu du DSA. Le contenu du DSA, c'est pour réguler l'existant. Ce n'est pas pour permettre effectivement ces choses-là qui sont une autre logique, c'est-à-dire de réorganiser l'outil industriel technologique européen pour pouvoir effectivement aboutir à un certain nombre de... On est capable, on est les leaders et de très très loin dans le luxe. Donc il y a des domaines dans lesquels on est capable de faire des choses. Nicolas, tu sais qu'on n'est pas toujours d'accord, je suis beaucoup plus nuancée là-dessus. C'est-à-dire que moi, je m'interroge. Je m'interroge sur cette réglementation, puisqu'on a tous les deux l'expertise sur le RGPD et qu'on l'implémente chez nos clients, y compris sur la compliance. Aujourd'hui, je m'interroge sur la façon dont ces projets seront reçus par le Parlement et le Conseil, et notamment comment vont s'exercer en pratique les pressions, notamment des parties prenantes à l'expérience du RGPD et du règlement e-privacy. On peut craindre une certaine inertie. Pour gagner en efficacité, on est tous d'accord là-dessus. Nul doute que les législateurs européens doivent renforcer les obligations des plateformes. Mais il faut aussi peut-être revoir certaines qualifications pour se conformer aux principes fondateurs de l'EU. Moi, je pense qu'on en est qu'aux prémices. Et là, je te rejoins. Tu vois, on se rejoint là-dessus, on va dire d'un changement de modèle. Simplement, j'espère que ça ne va pas en rester au stade de vœux politiques pieux, parce qu'effectivement, on a une vraie réflexion en termes d'infrastructure à mener et d'autonomie. Alors là, nous avons passé 1 heure ensemble. Ou pas. On peut aussi décider de jouer le coup d'après. Mais on va jouer le coup d'après. Non, mais il faut vraiment voir la position de se dire, qui est la position européenne habituelle, on n'a pas réussi quelque chose, on s'est laissé dépasser dans quelque chose, donc du coup, on va le faire. Ça, c'est strictement voué à l'échec. C'est peut-être qu'on imagine autre chose. De réfléchir. Moi, j'ai beaucoup plus confiance dans le plan sur le quantique que sur le fait de dire qu'on va créer des... Pardon ? Oui, je dis, on dit la même chose en termes d'infrastructure. Oui, voilà. Ce qu'il faut maintenant, c'est se dire, cette bataille-là, on l'a ratée, clairement, nettement. Est-ce qu'on essaye maintenant de construire les choses qu'on n'a pas su faire? Non. Utilisons plutôt, et c'est ça que font les anglo-saxons en général, utilisons ce qui a été construit par les autres pour construire et envisager le coup d'après. Et avec des textes comme le RGPD, comme le DSA, s'il passe dans la rédaction qui est actuelle, même s'il y a évidemment des choses qui vont être amendées, etc., on crée un écosystème spécifique en Europe qui fait que effectivement des choses européennes vont pouvoir se développer chez nous parce qu'elles auront intérêt à se développer ici, parce qu'elles auront intérêt à être dès le départ compliantes avec cet écosystème. Alors que pour l'instant, on utilise des outils qui sont développés pour l'écosystème anglo-saxon et on les utilise tant bien que mal, etc., etc. Alors aujourd'hui, on a des questions qui sont posées par les participants de Thomas. Thomas qui s'inquiète, ne se dirige-t-on pas avec ces différents projets de règlement vers une nouvelle forme de régulation avec notamment le rôle de plus en plus important des autorités de protection? Tu en penses quoi, Marc?
Je crois que dans le DSA, de toute façon, la question d'une sorte de super CNIL qui chapeauterait le G29 et ainsi de suite est tombée en disgrâce, de mémoire. Donc, je ne pense pas qu'on va vers un âge d'or des autorités de régulation. On va peut-être vers un renforcement d'une certaine forme de régulation, mais je ne pense pas que ça passera par des autorités de régulation. Alors, on a aussi une autre question qui arrive. Je suis désolée, elles arrivent au fur et à mesure. Sur la question de qu'est-ce qu'un contenu illégal. Ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'un contenu illégal? Alors, on a la réponse. Il s'agit de toute information qui, en elle-même ou par référence à une activité, n'est pas conforme avec le droit de l'Union. Bon. Donc, en clair, ça veut dire que la législation actuellement en gestation ne va pas nous dire quels sont les contenus qui sont illicites, mais elle va encadrer leur traitement en renvoyant aux autres législations nationales le soin de fixer la frontière entre le licite et l'illicite. Donc, on va se régaler en tant qu'avocat. Ensuite, j'ai une deuxième question, alors qui est assez simple. Là, quand on parle de contenu, est-ce que c'est aussi bien les avis, les forums, que des descriptions produits sur une marketplace? C'est l'intégralité des éléments stockés. Voilà, donc là, on peut les rassurer. Juste sur la précédente question, ce qui va être très, très intéressant sur la définition d'illégal, c'est que, je vais prendre un exemple. Par exemple, le droit à la discrimination est ce qui est constitutif d'une discrimination. Aujourd'hui, je crois de mémoire en 2016, on a rajouté dans le droit français le fait qu'il pouvait y avoir une discrimination eu égard à la précarité. Oui. Mais ça veut dire qu'un contenu qui n'était pas illégal jusqu'en 2016 le devient, même s'il a été écrit une première fois en 1997, le lendemain de la promulgation de la loi. Et donc, on va se retrouver peut-être avec des contenus illégaux ou illicites, entre guillemets, à géométrie variable, et qu'à chaque nouvelle loi, à chaque progrès en matière de droits fondamentaux, il faudra réinterroger, entre guillemets, l'intégralité des données stockées pour vérifier qu'on n'a pas un texte qui était légal la veille, et qui devient illégal le lendemain. Donc, pour nos petits étudiants qui nous écoutent, beaucoup de travail en perspective. Donc, j'espère que vous allez nous suivre pour nos émissions du premier jeudi du mois. Vous nous excuserez sur l'organisation, c'était une première. On fera mieux la prochaine fois. La prochaine réunion, le 4 mars, finalement, nous traiterons des données de santé, des vaccins, du Covid, du fichage, de nos droits et libertés fondamentales. Et dans quelle société de vigilance nous allons sombrer, peut-être ou pas, pour le meilleur des mondes possible, on va l'espérer. Alors merci à tous d'avoir participé à cette première réunion de la data organisée par Datarine. N'oubliez pas d'aller voir notre site internet pour plus d'informations et on espère vous retrouver aussi nombreux. Je voulais tous vous remercier, si ce n'est plus le mois prochain, on l'espère. Donc sur la prochaine thématique, le 4 mars, des données de santé pendant cette crise sanitaire, je vous invite à nous poser des questions en ligne, on essaiera d'y répondre. Nous aurons également Nicolas Courtier, Max Plusman, nous aurons Sébastien Canovas, Manon Coustol qui vont intervenir avec d'autres petites surprises et on fera un petit teaser. Et je vous souhaite une bonne soirée à tous en vous remerciant de nous avoir écoutés. À bientôt. Merci à tous.